une certitude, c'est que tout ce que nous avons créé progressivement ne fonctionne pas bien, par rapport à son rôle fondamental, qui est celui de nous orienter dans la vie, de nous faciliter la vie. C'est exactement le contraire qu'on est arrivé à faire, et on ne voit plus, nous, les plus expérimentés d'entre nous, on ne voit plus les issues. Donc on est obligé maintenant de dire en quelque sorte stop, et d'imposer ce stop pour amener ceux qui voudraient à réfléchir avec nous et pour pouvoir dégager des issues sereines, des issues prometteuses qui iraient exactement à l'inverse de ce qui a été conduit jusqu'à présent. Le chantier est énorme, mais on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, on est inquiet, on est préoccupé. Eric vous l'a dit tout à l'heure, on a une absolue nécessité de réagir au plus vite avec tous nos espoirs et tous nos moyens. Cette orientation a pour objet de suggérer des prises de décision qui ne risqueraient plus d'être accaparées par un seul individu, abusif, corrompu ou simplement dans l'erreur. Les décisions des tribunaux pourraient être soumises avant application à des comités citoyens regroupant des retraités bénévoles dont la mission pourrait être élargie à d'autres rôles majeurs dans les prises de décision concernant leur zone d'influence. Les spécificités culturelles de chaque territoire pourraient permettre une meilleure acceptation des décisions des populations si elles étaient présentées et respectées. On peut prendre des exemples sur des territoires éloignés, tels que la Guyane par exemple, qui sort d'un conflit et qu'on maintient, pareil, avec des règles dictées à Paris qui ne sont pas applicables dans des territoires aussi éloignés. Là, c'est évident, mais c'est également facile à comprendre pour des territoires qui sont des montagnes, qui ne sont pas des villes. On n'est pas à Paris, on est hors de Paris, pour la majorité des Français, même si de temps en temps on a plaisir à être à Paris, mais ailleurs on doit être traité en fonction de nos réalités territoriales. Donc il faudrait qu'on fasse des efforts dans ce sens. L'accession au troisième millénaire et les nouveaux moyens de communication nous imposent le respect des règles universelles dans la majorité des futures décisions. Afin que tous les individus se sentent impliqués et que justice soit rendue et rétablie sur l'ensemble de la planète, sachant que le rattrapage du retard imposé abusivement à l'hémisphère sud se transformerait en un ressort dynamique favorisant une relance économique et relationnelle de la totalité des populations sans exception, le respect de toutes les cultures et de notre environnement global, après reconnaissance de nos erreurs du passé, demeurera une priorité. La solution aujourd'hui consiste en la création d'un organe juridique supérieur chargé de défendre les droits humains naturels et de rétablir la justice, y compris en poursuivant ceux qui ont abusé de leur pouvoir et toute forme de corruption. C'est le texte que je voulais vous indiquer pour orienter un petit peu notre débat. Je suis alors Pierre Guillemot et mon combat a commencé il y a maintenant une vingtaine d'années qui m'a amené au Canada auprès d'un organisme international qui se trouve actuellement dans 150 pays. Oui, nous ne sommes pas tout seuls. Cet organisme qui est l'université Louvain, qui est d'origine bretonne, hein, d'Ifindic, vous connaissez Ifindic, à côté de Montfort-sur-Meux. Ce monsieur a pris conscience dans quelle galère nous étions au niveau économique et il s'est donc intéressé au niveau de la finance. Comme il avait un cursus universitaire près de Ploermel, il est allé aux États-Unis pour évangéliser les Indiens. Et il parlait 7-8 langues, et à l'âge de 50 ans, au même âge que moi, il a découvert le système financier crapuleux, et il a commencé tout bonnement avec des feuillets, et il a tapé aux portes pour prévenir ce qui se passait. C'était avant la guerre de 40.
C'est très important de le rappeler. Il est évident que quand il a découvert le système, il a refusé, bien entendu, de participer à la guerre de 40. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que ce sont les habitants, ce sont les citoyens qui participent dans l'ignorance totale aux crimes abominables que nous avons connus en 40 et qui se perdurent aujourd'hui, bien entendu, dans bien d'autres pays. Alors, ceci nous amène à aborder le domaine de l'escroquerie financière. C'est une escroquerie à laquelle nous participons tous et à laquelle il va falloir, bien entendu, arrêter de participer de façon légale, puisque grâce à un avocat que j'ai rencontré en 2010, je lui ai fait prendre conscience que ce système était un système crapuleux, il n'en revenait pas, lui en tant qu'avocat, à tel point qu'il m'a dit, mais monsieur, si ce que vous dites est vrai, vous avez entre les mains une bombe. Et ce à quoi je lui dis, mais maître, c'est une bombe. Alors, à partir du moment où nous avons pris connaissance du mécanisme de la finance à l'échelon planétaire, c'est pas seulement la France, c'est à l'échelon planétaire, eh bien nous avons le devoir, l'obligation de réagir de différentes façons et notamment d'en aviser les plus proches. Tous vos amis, vos parents qui sont beaucoup dans l'ignorance et qui ne peuvent continuer à participer à ce crime international. Notre argent, par le biais des impôts, sont des impôts que vous pouvez qualifier d'escrocs et criminels. Et je pense que vous pouvez décider de vous-même de ne plus participer à cette escroquerie. Escroquerie dont les élus ont pris connaissance, puisque en 2016, mars 2016, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de l'Assemblée nationale, qui était M. Bartolone, et je lui ai posé cette question suivante. Monsieur le Président, avez-vous pris conscience que la dette publique n'est pas une dette d'emprunt, mais une dette d'intérêt composée, cumulée, de type macro-usuraire? Et, me regardant bien droit dans les yeux, il m'a dit, monsieur, il m'a serré sa main très profonde, et à vous de comprendre à quoi cela correspondait. Monsieur, vous avez tout à fait raison. Alors, puisque vous reconnaissez les faits, Monsieur le Président, qu'envisagez-vous de faire? Écoutez bien ce qu'il m'a répondu tous, et toutes. Ne payez plus. C'était le président de l'Assemblée nationale. Alors, vous savez à quoi vous en tenir maintenant. Mais pour ce qui est de mon passé, comme j'en ai pris conscience bien avant, depuis 14 ans, je refuse de participer au plus grand crime contre l'humanité. J'ai donc décidé de ne plus payer l'impôt. Ce qui m'a valu, bien évidemment, des réactions de la part du Trésor public, qui, je le précise, est une mafia en bande organisée. Et n'hésitez pas à le répéter, parce que c'est la vérité. Ils sont tous au courant. Alors ça m'a valu évidemment ce que vous allez connaître si vous le faites, et je vous encourage à le faire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe un rapport international de 1995 du Dominion Bond Rating Service et qui précise que, alors c'est un rapport international, parce que ça touche l'ensemble de la planète. Seuls 5% des dépenses de l'État représentent la dette. Ce qui veut dire que si nous devons payer 5% pour le bien fondé de la dette, il y a 95% auxquels nous ne devons plus participer et qui servent évidemment à la corruption, mais au pire crime contre l'humanité, c'est-à-dire les guerres controversées et les attentats qui sont en réalité des attentats d'État.
les attentats sont organisés par des gens du pouvoir, des gouvernements mondiaux et des responsables du système bancaire pour entretenir la peur. Alors un conseil, n'ayez pas peur, ça, je crois que ça en vaut la peine. Et bien entendu, soumettre la population afin que celle-ci voue une obéissance servile au gouvernement en général. Lesquels déclenchent des guerres, comme je vous ai dit, ou des actions contre un terrorisme qui n'existerait pas sans leur concours. Allez voir qui est Albert Pic sur Internet. Et vous allez découvrir que ça fait partie d'un complot. Il faut en parler du complot, parce que c'est pas par hasard. Vous avez la première, vous avez la deuxième. Eh bien, si vous ne faites rien, vous aurez la troisième. Alors, vous n'aurez pas la troisième guerre mondiale à une seule condition, c'est de ne plus participer avec la monnaie que nous avons, l'argent dette et l'argent taxe. C'est un système totalement pourri. Cet argent dette, cet argent taxe, il faut le transformer en argent sans dette et sans taxe. Et avec cet argent sans dette et sans taxe, c'est bien pour ça qu'il va falloir qu'ensemble, nous décidions de créer notre propre banque. Alors, il ne faut plus payer, hein. Ben oui. D'autant plus que cet argent-là, eh bien, c'est de l'argent qui, d'après vous, appartient à qui? À nous. Ah, vous croyez? Vous croyez que vous êtes propriétaire de votre argent que vous déposez à la banque? Ah oui, chaque mois, ben, détrompez-vous. À partir du moment où vous avez déposé un chèque, votre argent n'est plus à vous. C'est la raison pour laquelle le banquier va oser se permettre de saisir tout l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front. Le droit de propriété est un leurre aujourd'hui. C'est la mort du droit de propriété. Vous pouvez dire ça à tous les agriculteurs. Ils ont de la terre, ça ne leur appartient plus. Il y a eu un article de fait dans ce sens. Vous croyez propriétaire de votre appartement, propriétaire de votre maison. Ben, vous êtes plus propriétaire. Vous êtes en caleçon. Dites bien à vos parents, vos grands-parents, que bientôt, ils ne toucheront plus leur retraite. Et c'est logique. Parce que aujourd'hui, avec quoi sont payées les retraites? Des emprunts. Un coup d'emprunt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ben non, ils empruntent. Ils font de la cavalerie financière. Et vous allez découvrir qu'en vertu du droit, le Code général des impôts n'existe pas. Autrement dit, la légitimité des notaires, zéro. C'est pas vrai. Ils sont dans l'illégalité. Ce sont les hommes qui s'appellent Rockefeller. Rockefeller, qui est une émanation de Rothschild. Alors surtout, ne me dites pas que ce sont des juifs. Parce que c'est tout l'inverse. Ce sont des faux juifs. Alors pour comprendre l'existence des faux juifs, il faut que vous allez voir un site qui est formidable. Il y a 29 pages à lire. Lisez-le, relisez-le. Et il s'intitule Sémite en un mot. Et Sémite en deux mots. SES, plus loin mythe, MYTHES. Lisez-le, faites-le connaître par n'importe quel moyen. Que ce dont je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, prenez conscience que nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes sous le 4e Reich. Allez voir un site concernant la nouvelle capitale qui s'appelle Astana du Kazakhstan. Et où s'est rendu le pape actuel, le faux pape. Et cette capitale d'Astana, comment a-t-elle pris naissance? Eh bien, elle a pris naissance grâce à un architecte et grâce à l'argent de l'Empire khazar de l'Orient, c'est-à-dire d'Arabie Saoudite et du Koweït. Autrement dit, ces pays-là, les hommes sont des musulmans, mais qui sont gérés par des khazars, des faux juifs. Vous vous rendez compte un peu de la légitimité du Code général des impôts. C'est très subtil. Vous avez deux parties dans le Code général des impôts. Vous avez la partie réglementaire avec ses 2700 articles. Cette partie-là existe
Mais vous avez aussi la partie législative. Législative. Législative, merci, mon frère. Législative. Or, il n'y a jamais eu de loi votée par un quelconque gouvernement pour légitimer le Code général des impôts. Ça a failli se faire. Ça a failli se faire sous la présidence de Pinet, qui avait la réputation d'ailleurs d'être un brave homme. Et pourquoi? Parce qu'on l'a obligé à vouloir signer. Il a refusé. Ben oui, il avait tout compris. Il va nous falloir mettre en place une police qui sera chargée de défendre, pas les voyous, mais les honnêtes gens comme nous. Un peu toutes les opinions qui se sont exprimées, il y a une notion de service, c'est-à-dire d'une société financière au service de ses clients, comme un boulanger qui est au service de la pratique qui vient acheter chez lui son pain ou des gâteaux. Et puis il y a une notion aussi de pouvoir hégémonique, c'est-à-dire, c'est comme dans le film Le Boulanger de Pagnol, s'il n'y a plus qu'un boulanger qui ne fait pas de pain, il y a révolution au village. Hein, voilà. On est tombé d'un extrême dans un autre. Le métier de banquier, actuellement, aujourd'hui, depuis déjà quelques années, en gros, depuis, ça a commencé à merder à partir de 95, 98, 2000 et 2010, ça s'est aggravé de manière très rapide. Le métier de banquier, actuellement, ça consiste à acheter de la dette, vendre de la dette, louer de la dette, hypothéquer de la dette, échanger de la dette, faire des swaps de dette. Et c'est tout! Ce que je viens de vous dire, ça représente 98% du chiffre d'affaires de la banque. Le reste, vous prendre des frais de tenue de compte et tout, c'est moins de 2% du chiffre. Autrement dit, peanuts. Hein. Si votre voiture vous le dit au somme 9,8 litres, pour votre budget familial, c'est pareil. Alors, moi je suis fils d'un monsieur qui était directeur de banque, mais pas banquier, hein, un salarié. Bon, au niveau, mais un salarié quand même. À son époque, donc quand j'étais enfant, il m'a expliqué le fonctionnement monétaire et bancaire, etc., comment ça fonctionnait. Pierre a dit, depuis la loi 73, on a retiré à la Banque de France le droit d'émettre du crédit en faveur du gouvernement, enfin de l'État, sans intérêt. C'est pas tout à fait vrai, mais on ne va pas rentrer dans cette polémique, parce que ce sont des arguties de détail, et c'est pas indispensable. D'un point de vue strictement objectif, la monnaie, c'est essentiellement un bien. Quand vous achetez quelque chose, vous opérez une opération de troc. C'est pareil que du temps des hommes des cavernes, l'un échangeait une vache contre 2 chevaux, hein, parce qu'il y avait des menaces d'être attaqué, dont les chevaux devenaient précieux, et s'il n'y a plus de menaces, et bien subitement, la vache, on l'échangeait contre 4 moutons, etc. Mais la manière de faire du troc avec des biens réels, c'est très difficile, parce que si on veut acheter à un paysan qui a une vache quelque chose, ou le payer avec quelque chose qui vaut que la moitié, on a du mal à faire ce troc. Donc, les premières inventions de nos ancêtres, ça a été des moyens de paiement. Et les moyens de paiement, ben, celui qui a été le plus universellement utilisé et sacralisé en quelque sorte sur la planète entière, ça a été l'or, ou son dérivé de l'argent, sous forme de pièces. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une forte valeur intrinsèque sous un tout petit volume, facile à transporter, etc. Et on a vécu des milliers d'années, jusque dans les années, jusqu'en 1913, avec la monnaie, c'était du vrai bien, du vrai or, du vrai argent, il y avait quelque chose derrière. À partir de 1913, on a fondé la Fed, la fameuse banque américaine dont on vous parle tout le temps. Elle n'est pas fédérale, elle n'est pas gouvernementale, c'est une banque privée qui obéit à des intérêts privés en faveur de gens privés dont la liste d'actionnaires est maintenue secrète, et ceux qui ont voulu la violer, il y a eu des coercitions physiques, matérielles, ils ont été supprimés. Donc on sait en gros qui y a derrière, mais en détail précis, qui a combien d'actions et tout, c'est tout à fait inconnu. Et ces banques-là sont responsables de la situation monétaire actuelle. Alors quand Pierre dit qu'il faut créer de l'argent par crédit, par dette perpétuelle, c'est vrai. Mais l'argent, c'est pas une dette en soi. En soi, l'argent, c'est un bien. Et pour qu'il satisfasse les critères de monnaie commune, il faut qu'il réponde à plusieurs critères. Donc il doit être un bien pérenne, donc garanti par une autorité gouvernementale, c'est-à-dire par une émanation de citoyens, si tant est qu'on est dans une démocratie et que c'est vraiment l'émanation des citoyens. Premier critère, donc, la pérennité de la valeur. Deuxième critère, on émet des coupures et
de manière arithmétique, de manière à avoir une échelle de valeur qui permet de donner un prix à quelque chose. Ok? Et troisième critère, il doit être facilement échangeable entre les personnes et aussi obliger le rassemblement de l'État, du gouvernement, doit obliger toute la population à payer ses impôts ou ses salaires et tout avec cette monnaie-là, qui est infalsifiable, garantie par le gouvernement. Moi, quand j'étais gosse, c'était marqué dessus, tout contrefacteur à ce bureau, à ce billet, sera puni des travaux forcés à perpétuité et tout. Maintenant, c'est plus le cas du tout, puisqu'il n'y a plus que celle-là, au contraire, des droits. Et il y a un célèbre, un des 2 prix Nobel d'économie qu'on a eu en France, il s'appelait Maurice Allais, qui est mort il y a quelques années, je ne sais plus, 3, 4 ou 5 ans, qui était interdit de télévision, bloqué partout. Il a dit, je cite de mémoire, mais c'est l'esprit, il n'y a que quelques virgules à changer, il a dit, donner le pouvoir de création monétaire à des banquiers ou à des faux monnayeurs, c'est exactement la même opération, sauf que ceux qui en profitent ne sont pas les mêmes. Voilà. Prix Nobel d'économie. Voilà ce que je voulais préciser. Je ne peux pas faire plus loin parce que sinon, merci, alors, ensuite, en ce qui concerne les intérêts, plus athée que moi vous ne trouverez pas, et j'admire quand même un peu les religions qu'on dit islamistes ou autres, qui ont interdit le prêt intérêt. À mon avis, il est illégitime de penser que l'argent puisse rapporter de l'argent. Au nom de quoi, pourquoi? Ben, même si c'est une habitude maintenant, ça n'a pas de fondement réel. Et il y a 2 arguments en faveur de ça, à titre anecdotique, parce que sinon c'est trop long. Il y a le fameux Rockefeller, je ne sais plus lequel, non, c'était un des Rothschild, qui a dit les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. Parce que lui, il sait bien que c'est ça qui l'a enrichi. Ensuite, le fait que la monnaie soit détachée de la valeur d'un bien réel, ça aboutit au paradoxe suivant, c'est que quelques banquiers se réunissent, chacun met, mettons, 10 000 euros dans la caisse, on a 100 000 euros de vrai argent, si en supposant que c'est vrai, 100 000 euros de vrai. Avec ça, ils arrivent à prêter des sommes qui ne sont pas 10 fois, mais qui arrivent à pratiquement, à la Banque de Paris, on en est à 65 fois le multiple. Bon, disons, avec 1 million, ils prêtent 65 millions. Mais s'ils avaient prêté 1 million de vrai argent à 5%, ils auraient eu 5% d'un million. S'ils prêtent seulement à 2%, mais 60 millions, ils ont, qu'à faire l'opération, un revenu fantastique. Et ça, c'est ça le miracle de cette argent-dette dont on parle, dont les seuls qui profitent, ce sont ceux qui émettent cette dette. Par contre, les intérêts qu'ils captent, c'est du vrai argent, c'est-à-dire du fruit de travail. Moi je dis, cette loi d'unité, c'est la loi constitutionnelle, entre autres, du sujet yin et du sujet yang, que nulle personne ne doit oublier pour le bonheur individuel, de couple, de famille, de groupe et universel. Et donc les droits humains, moi je dis, il faudrait les ramener à ce sujet-là, puisque de toute façon, si tout est double, on parle de droits et de devoirs, bien évidemment. En plus, le côté féminin et le côté masculin sont très différents et se doivent d'être absolument complémentaires. Et si on ne connaît pas suffisamment tous ces sujets, eh bien on met des fausses religions qui divisent